Bonjour, bonsoir. Je suis Nicolas Giraud, le président de l'Association française des hémophiles. Merci à toutes et tous pour votre participation au Congrès national de l'AFH. Vous êtes presque 600 personnes à être inscrites. 600, dont plus de 70 personnes hors de France, venues de 20 pays différents. Ce congrès, c'est le moment où se rassemble tout notre mouvement associatif. C'est le moment où nous partageons tous ensemble. Le moment où collectivement où nous posons des questions et essayons de répondre. Je vous remercie à nouveau d'être aussi nombreux sur un format à distance auquel nous contraint le contexte sanitaire. Je vous remercie de poursuivre votre engagement dans notre mouvement associatif à un moment où nous sommes toutes et tous confrontés à la COVID-19. Innovation, révolution, c'est le thème de notre congrès. Innovation, révolution, tenir les promesses. C'est un thème qui a déstabilisé certains d'entre vous. Est-ce qu'un mouvement associatif peut tenir des promesses? Est-ce que ce mouvement associatif, est-ce un mouvement associatif de tenir des promesses? Les promesses dont on parle, c'est celles qui nous ont été faites avec la révolution des nouveaux traitements que nous commençons à connaître. Aider la vie, porter la voix, c'est le slogan de l'AFH. Aider la vie, porter la voix, c'est l'engagement de l'AFH. C'est la promesse que nous nous faisons. L'innovation thérapeutique, l'arrivée de nouveaux traitements, nous amène à nous poser plusieurs questions. Les nouveaux traitements dont nous disposons, les nouveaux traitements dont nous disposerons peut-être, sont-ils suffisamment efficaces pour nous épargner à moyen et long terme les effets délétères de la maladie? Nous avons le gold standard du traitement en prophylaxie depuis plus de 20 ans. 20 ans. Et pourtant, certains jeunes adultes n'ayant jamais eu d'hémarthrose se trouvent toujours confrontés à des articulations dégradées. Les nouveaux traitements sont plus efficaces, mais la sécurité de leur utilisation est-elle assurée? Ces nouveaux traitements sont complexes à utiliser et bouleversent nos habitudes. Ils bouleversent nos réflexes dans la gestion de leur utilisation. Quels moyens de surveillance les équipes médicales pluridisciplinaires peuvent mettre en œuvre pour adapter la prise en charge dès la première alerte? Est-ce que ces innovations thérapeutiques seront accessibles à toutes et tous? Accessibles ici en France, mais aussi dans les pays à moindre revenu. Et même en France, aurons-nous accès à toutes ces innovations, qu'elles soient majeures ou qu'elles permettent une amélioration de la qualité de vie? Disposons-nous d'innovations thérapeutiques pour toutes les formes de sévérité? Disposons-nous d'innovations thérapeutiques pour toutes les maladies hémorragiques rares? Dans le passé, nous avons vu la prophylaxie pour les personnes concernées par l'hémophilie sévère. Voit-on arriver une telle évolution dans la prise en charge pour les formes modérées, voire mineures de l'hémophilie? Disposons-nous d'innovations thérapeutiques pour d'autres pathologies comme la maladie de Willebrand, les pathologies plaquettaires? Voit-on arriver de telles innovations pour les autres troubles très rares de la coagulation? Enfin, je voudrais partager avec vous l'une de nos préoccupations qui a émergé cette dernière année. L'innovation thérapeutique peut modifier les parcours de santé des patients. Elle peut éclater le modèle historique construit autour de l'hôpital et dans les maladies rares. Réfléchir en amont à ces transformations relève d'un travail dont l'État doit rester le garant, concerté entre les professionnels de santé, les patients et les industriels. Ces transformations ne peuvent être uniquement à l'initiative d'un industriel au risque de désorganiser le système et d'éloigner les patients du soin. Notre congrès va essayer d'apporter des pistes de travail pour répondre à ces questions. Notre congrès, je l'espère, va permettre de nous poser de nouvelles questions. Maintenant, je vais donner la parole au docteur Annie Bourrel-Derlon, la présidente du conseil scientifique de l'AFH, dont je remercie chaleureusement d'avoir contribué au programme du congrès. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Anne-Sophie Lapointe de la Direction générale de l'offre de soins qui nous présentera l'implication des patients et des mouvements associatifs dans les plans maladies rares. Annie, la parole est à vous.
Merci Nicolas. Eh bien, bonsoir à tous. Écoutez, je remercie tous les participants de ce congrès, un peu particulier, hein, mais on s'est habitué maintenant, malheureusement, si je peux dire, ou heureusement, mais on s'est habitué à ces réunions virtuelles. Donc, merci d'être présent ce soir pour cette ouverture et cette petite session. Je voudrais commencer, avant même de vous parler du conseil scientifique, je voudrais commencer par remercier tous les bénévoles de l'AFH, ainsi que tous les soignants de vos différents centres de traitement qui ont accepté de participer à ce programme, de construire ce programme. C'était un challenge parce qu'évidemment, on a dû retenir que quelques sessions, pas toutes, bien sûr, et on va essayer aussi de s'adapter à la situation actuelle et aborder un certain nombre de problèmes selon les questions que vous poserez. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce conseil scientifique et c'est un mot qui peut paraître un peu savant peut-être. En fait, pour vous donner un exemple, au cours de cette dernière année, eh bien, le conseil scientifique que j'ai le plaisir de coordonner avec et de présider avec un certain nombre de soignants de tous les horizons qui sont concernés par les maladies hémorragiques. Eh bien, notre dernière réunion, c'était il y a quelques mois pour aborder cette problématique du Covid et essayer avec vous et pour vous de faire le point pour essayer de voir s'il y avait un risque particulier de contamination. Est-ce que vous étiez plus à risque, vous, patients porteurs de maladies hémorragiques rares? Est-ce que vous étiez plus à risque que d'autres patients? Eh bien, on a pu répondre par la négative. Hein. C'est clair que vous n'avez pas plus de risques. Mais par contre, si jamais vous étiez atteint du Covid, il y a un élément essentiel, une donnée essentielle, c'est de pouvoir vous mettre en relation avec votre centre de traitement et que les médecins, les soignants qui vous prennent en charge, qui s'occupent de vous habituellement, qui vous connaissent, soient contactés dès qu'il y a un problème. Il y a eu un compte-rendu de ce conseil scientifique sur ce sujet, d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur le site de l'Association française des hémophiles et des maladies hémorragiques rares. Il est prévu, dans les semaines qui viennent d'ailleurs, qu'on refasse un communiqué, qu'on se réunisse avec les collègues de la filière MEMO, qui est la filière des maladies hémorragiques rares, pour vous redonner quelques conseils ou revenir sur cette problématique. On a mis d'ailleurs, là ça dépasse un petit peu le conseil scientifique, c'est en dehors du conseil scientifique, mais on avait même mis, avec Thomas Sani en particulier, on a fait des ateliers virtuels pour essayer de vous expliquer comment vous présenter, des ateliers virtuels d'éducation thérapeutique pour vous expliquer comment vous présenter aux urgences, comment faire si vous étiez suspecté de Covid ou si vous aviez un accident hémorragique. Alors, lors du dernier confinement, d'ailleurs, on avait proposé de déprogrammer ce qui était des consultations régulières et donc on va voir entre les différents centres de traitement, on va voir ce qu'il en est pour cette nouvelle période fort difficile. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie tous et je remercie beaucoup la FH et tous les bénévoles qui me font confiance. Et voilà, j'ai toujours beaucoup travaillé avec la FH et ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'il y a autant de personnes qui peuvent ce soir assister et à partir de ce soir assister à ce congrès virtuel un petit peu particulier. Bonsoir à tous. Cette présentation du conseil scientifique et puis ces dernières annonces, en tout cas par rapport à la crise sanitaire que nous traversons. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Sophie Lapointe de la Direction générale de l'offre de soins qui va nous présenter donc l'implication des patients dans les plans maladies rares en France. Donc Anne-Sophie Lapointe, la parole est à vous. Remercier aussi pour cette invitation. Coordination et ce lien fait qu'on va plus loin, on est tous plus solides et on avance de façon mieux coordonnée. Ce que j'aurais voulu dire dans ma présentation également, c'était aussi, tout à l'heure Nicolas a parlé de poser des questions et essayer d'y répondre. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. On parle d'innovation, de révolution et on parle d'un mouvement associatif. Et je crois que on est dans ce mouvement.
un mouvement, ça implique d'agir, de porter les voix des personnes directement concernées et ensuite de pouvoir, je dirais, partager avec tous les besoins et faire remonter. Alors je crois que la première période de confinement a été extrêmement révélatrice du travail. Donc dans le point que je voulais présenter aussi, c'était le travail que je trouve remarquable entre la FH et la filière Nemo. Et on a pu présenter au comité opérationnel du plan au mois de juin déjà tout le travail qui avait été fait en amont parce que et pendant le temps de confinement sur les bonnes pratiques, sur des enquêtes. Il y a eu énormément de choses et c'était assez emblématique de ce qu'il fallait faire et de ce qui était important de faire au moment de ce confinement. Et je suis sûre que ça va également servir pour cette deuxième période de confinement. Je voudrais commencer également en m'associant aux familles, aux personnes malades et à leurs proches, aux aidants, parce que nous vivons une époque complexe, difficile, et nous savons que nous sommes appelés à faire face à des événements pas forcément faciles. Donc, je crois que c'est unique qu'on pourra réussir à aborder ces moments difficiles. Donc, déjà, cette présentation, elle n'a pour que seul but d'associer les personnes malades et les familles directement avec vous. Donc, je ne sais pas si vous voyez les slides. Là, je vais vous présenter rapidement les politiques maladies rares en France. Et j'ai écrit dans ma deuxième slide, initié et piloté par les personnes malades et leurs associations, parce qu'il faut que vous sachiez que tout le mouvement associatif maladies rares en France a émergé grâce au mouvement associatif. Et le premier plan maladies rares n'est pas arrivé par hasard. Il a été construit parce que les associations l'ont porté et c'est justement parce que la personne malade était au cœur des décisions à prendre qu'il y a eu cette réflexion, je dirais, de santé publique, de démocratie sanitaire, tout ce mouvement du début des années 2000, mais qui était essentiel pour associer chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et je dirais qu'on est tous concernés par les maladies rares. On sait bien qu'elles sont fréquentes, donc vous connaissez un peu les chiffres, ça c'est ma troisième slide, sur la question je dirais c'est un peu les gros mots des maladies rares. On sait bien qu'il y a un nombre important de maladies rares, que près de 80% sont d'origine génétique, donc on a une part familiale importante, d'autant plus quand la transmission, je dirais, est liée à l'X et qu'on a des histoires familiales qui peuvent être lourdes, notamment quand il n'y avait pas de traitement. Il y a l'accompagnement aussi de maladies rares avec peu de traitement. Il faut savoir que seuls 5% des pathologies ont des traitements. Donc ça, c'est un point important. Donc quand on parle d'innovation, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Et cette innovation, elle passe également par des traitements, mais des traitements qui soient efficients. On a également dans les chiffres qui font mal dans les maladies rares, c'est un retard de diagnostic aussi, avec des informations qui peuvent être parcellaires, et puis des pathologies qui sont à révélation pour 3/4 de nos maladies rares chez les enfants. Donc, c'est important aussi d'avoir cet accompagnement, je dirais, des patients, mais aussi de la problématique de pouvoir informer avec des outils adaptés à l'âge des enfants, avec notamment des protocoles de recherche aussi adaptés par rapport à ce qu'ils peuvent comprendre, mais c'est important aussi de les associer dès le plus jeune âge. Donc c'est également une problématique, la recherche en santé avec les enfants qui est importante. Ma slide suivante, qui est la quatrième slide, porte sur le parcours, je dirais, qu'il y a eu par rapport à la chronologie des plans maladies rares. On a eu
un premier plan maladie rare en 2004 et puis le dernier plan maladie rare qui a été lancé en 2018. Donc simplement, je voudrais que vous reteniez trois actions, trois mots qui expliquent en fait ce PNMR1, ce PNMR2 et le 3. C'est-à-dire que dans le premier plan, il a été la question, c'était la question d'orienter. Ça a été la mise en place des centres de référence maladie rare, donc où orienter les personnes malades et donner une visibilité avec cette orientation. Le deuxième plan maladie rare a visé, je dirais, la coordination. Donc, on a eu pour pouvoir, je dirais, coordonner l'action de ces centres de référence et de ces centres de ressources et compétences pour l'hémophilie qui étaient précurseurs et qui est arrivé même avant nous, notre premier plan maladie rare et avant les CRMR, nous avons eu les CRC avec la muco, l'hémophilie et la SMA qui étaient, je dirais, qui ont ouvert la porte de ces réseaux en centre de référence. On a eu donc les lancements avec des filières de santé maladie rare pour pouvoir coordonner le travail. Et donc, on a 23 filières pour pouvoir accompagner ce travail. Et puis, après, orienter et coordonner, je crois qu'il faut retenir le troisième plan maladie rare. Nous sommes sur la partie du partage, partager. Il faut se dire que l'enjeu va être l'enjeu sur les data, l'enjeu sur les data au service à la fois du soin et au service aussi de la recherche. Et donc, je crois que c'est essentiel d'avoir en tête d'avoir ce partage, mais un partage équitable et un partage où chacun a un niveau d'information sur qu'est-ce qui est partagé, à quoi je consens, adapter les consultations, les consentements et surtout pouvoir fournir un suivi sur les protocoles de recherche, des retours vers le patient. Et ça fait partie de, je dirais, d'une éthique de la santé qui est essentielle et qui fait partie d'une bonne éthique de la santé. Donc, slide suivant, donc la 5. Pourquoi un troisième plan? On a bien vu qu'il y avait encore des choses à faire. Il y a une évaluation qui allait dans l'évaluation du deuxième plan maladie rare. Et où est-ce que la personne malade, son aidant, la personne, l'enfant et les associations sont en fait au cœur de ce troisième plan parce qu'il y a besoin d'avoir des défis en termes de recherche, des défis en termes de constitution de bases de données, d'interaction avec des données européennes. Il y a la dimension, et je sais que votre association est très impliquée également au niveau international avec votre fédération des malades hémophiles. Et donc, je crois que c'est important d'avoir également des maladies hémorragiques, pardon, important d'avoir en tête ce sujet aussi de l'international. Et donc, ce troisième plan, il y a par rapport à l'association de la personne malade, de son représentant et des associations dans le parcours, on a une première articulation dans l'offre de soins. Nous avons fait des appels à projets avec des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, de façon à avoir une bonne prise en charge qui soit la même, je dirais, quel que soit là où vous vous situez en France. Il y a eu un appel à projet pour l'éducation thérapeutique du patient. Je sais que la FH est très, très impliquée depuis de longues années et nous avons bénéficié dans notre jury du plan de toute l'expérience de la FH sur la relecture des dossiers. Il y a la question de l'information, de la visibilité des maladies rares. Donc, une journée emblématique, c'est la journée internationale des maladies rares pilotée par Aurore 10. Et puis, on a aussi un deuxième point qui est la structuration. On avait besoin également d'avoir un travail d'une gouvernance entre les filières et les associations, une co-construction de ce troisième plan avec un travail sur, au niveau, une granularité plus fine sur les territoires, avec des plateformes d'expertise maladies rares que nous sommes en train de mettre en place. Et puis, tout l'accent également sur la formation initiale et continue des professionnels avec les personnes directement concernées. On sait bien que je pense que c'est beaucoup plus marquant pour retenir un sujet sur une maladie ou sur
d'avoir des témoignages, c'est quelque chose qui est important. Et je remercie tous les bénévoles et toutes les personnes malades qui ont participé à, je dirais, une amélioration de la formation en étant directement impliqués dans ces programmes de formation. Ensuite, le dernier point, c'est l'innovation thérapeutique et les nouvelles stratégies de prise en charge. Et là, vous êtes directement concernés, c'est-à-dire que la recherche participative, en fait, est une nécessité. On ne peut pas s'en exonérer. Cette recherche participative, c'est aussi l'efficience du système. C'est ce qui permet d'avoir des registres avec des items qui soient pertinents, qui correspondent à des données qui sont des données pertinentes pour le malade et qui seront rentrées parfois par lui directement et de façon à avoir une qualité de la donnée bien plus importante que si c'était une personne tiers qui la rentrait. Donc je crois qu'il faut surtout travailler ce volet-là, assurer les patients qu'ils ont une compétence qui est très importante à prendre en compte dans ce développement de la recherche et les rassurer parce que en fait la prise en compte de la parole, c'est la prise en compte du qualitatif et c'est quelque chose d'absolument essentiel. Slide suivante, simplement un événement phare emblématique. Je crois que vraiment, là, je vous ai fait une présentation au niveau national, mais les enjeux dépassent largement le niveau national. Tout à l'heure, Nicolas a un peu abordé la question de l'accessibilité. L'accessibilité des traitements au niveau international est un enjeu important et on doit donner une visibilité à nos maladies rares pour mieux informer et former. Ce sont des enjeux éthiques qui sont à chaque fois mis en compte. C'est informer, former, mieux comprendre les problématiques dues à la rareté, mieux repérer les parcours de vie, les adapter, mieux vivre ensemble et apprendre de l'expérience de chacun. Donc, ce troisième plan maladie rare, c'est la 7e slide, a 5 ambitions. Alors déjà, il est sur le partage de l'innovation, donc votre sujet, votre thématique de l'AFH est complètement dans le sujet, donc l'innovation pour un diagnostic et un traitement pour chacun. Le diagnostic et le domaine du diagnostic, pour certaines maladies rares, reste encore un champ de l'innovation parce que on a encore trop souvent des maladies rares qui ne sont pas encore diagnostiquées, qui sont en impasse de diagnostic, avec des patients qui sont au-delà de l'errance, mais qui sont vraiment dans cette impasse. Donc, nous avons beaucoup insisté sur le lien avec le plan maladie rare 3 et le plan France Médecine Génomique, c'est quelque chose d'important. Et puis, un traitement pour chacun. On voit bien qu'il y a énormément de choses à faire sur ce lien. Donc, un traitement pour chacun, innover pour traiter. 5 ambitions, permettre un diagnostic rapide, mais aussi tout en améliorant la qualité de vie, l'autonomie des personnes malades, communiquer et former, moderniser les organisations et optimiser les financements. Donc, je crois que c'est essentiel de construire ensemble ce troisième plan. L'AFH est déjà engagé avec nous dans ce travail. Il nous accompagne au niveau de notre comité opérationnel, de notre comité stratégique, et je remercie vraiment énormément les participations de ces acteurs et de la gouvernance de l'AFH dans notre plan parce que ce retour est extrêmement positif. Donc, je conclurai par le fait que sans vous, en fait, le plan n'a pas de sens. Ce sont les personnes directement concernées, les patients, les personnes malades, les aidants, les familles, qui donnent du sens et de la cohérence et qu'on doit à chaque fois ajuster nos actions en fonction de ce travail de chacun. Et c'est qu'ensemble que nous pourrons construire de la qualité et quelque chose qui sera utile directement dans la vie de tous les jours pour les personnes malades. Donc vraiment, je vous remercie de m'avoir donné ce moment pour vous partager l'admiration et le courage que chaque famille a et chaque patient a dans son parcours de vie et qui nous est pour nous très important pour pouvoir nous appuyer et pour pouvoir, je dirais, aider à améliorer ces parcours de vie. Voilà, un grand merci.